Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. On en parlait juste avant cette pause. Gene Hackman, il y a du mystère autour du décès quand même de cet homme à la carrière éblouissante. Exceptionnel, un des acteurs parmi ceux que j'ai le plus admiré au cours de mes années de cinéphile. J'étais vraiment triste en apprenant la nouvelle il y a quelques minutes. Effectivement, des circonstances mystérieuses puisqu'on a retrouvé, je pense, sa femme et son chien morts aussi. Donc, à suivre, mais surtout à retenir une carrière formidable. Quelqu'un qui était un produit rare aujourd'hui d'Hollywood, c'est-à-dire qui était tout à la fois un acteur de genre et une vraie vedette hollywoodienne, mais qui se l'est jamais joué comme une grande vedette hollywoodienne, qui depuis longtemps d'ailleurs était en marge, il vivait au Nouveau-Mexique, à Santa Fe, et qui a interprété des rôles qui, quant à moi, dans l'histoire du cinéma américain, sont la parfaite description du talent, parce que l'acteur sait rendre les personnages ambigus et non pas indéchiffrables, mais multidimensionnels. C'est méchant, avait toujours une âme, sinon quelque chose qui nous faisait les aimer. Et ces bons n'étaient pas nécessairement des personnages qui en tout étaient parfaits. Évidemment, au bilan des grandes réussites, Popeye Doyle dans The French Connection, particulièrement la première incarnation, le premier film, je pense que c'est là qu'il gagne son premier Oscar. Aussi dans Unforgiven, Impitoyable, là aussi il a été récompensé. Mais un film qui est resté, pour moi, le grand film, c'est Francis Ford Coppola qui le réalise. Moins connu, mais certainement pour les cinéphiles une référence, The Conversation, qui a été tourné tout juste après, je pense, The French Connection. Grand film avec aussi un acteur remarquable, John Cazale, dont on n'a pas souvent et beaucoup parlé, même s'il est présent dans l'histoire du cinéma, parce qu'il joue dans Le Parrain. C'est lui qui joue aussi dans Dog Day Afternoon aux côtés de Al Pacino. Un grand acteur, mais jamais une grande vedette. Et ce sont les deux personnages dans The Conversation, Gene Hackman et John Cazale. Donc, pour ceux qui seraient tentés de retourner voir leur vieux classique, je dis The French Connection, mais n'oubliez pas The Conversation. Je vois que tu as une connaissance aussi pointue, une érudition aussi grande dans le cinéma que dans les affaires internationales. Je pense que ça nous nourrit beaucoup le cinéma, ça façonne notre image et en particulier des États-Unis. Mon amour des États-Unis, mon très grand amour des États-Unis est pour beaucoup fondé sur mon amour du cinéma américain depuis que je suis tout jeune. Je rêvais d'être acteur, je n'en avais pas le talent. Alors, prix de consolation, sinon prix de consternation, tu parles du talent des autres. Alors voilà, on va passer au prochain sujet avant que tu te mettes à chanter. J'aurais voulu être un artiste. Ça n'arrivera pas, je te rassure. Okay. Elon Musk, donc hier, qui a reçu devant le cabinet, là, en pleine réunion du cabinet, un appui de Donald Trump, mais c'est plus qu'un appui, là. C'est quand même assez surréaliste, ces images. Première réunion du cabinet, donc le patron avec ses ministres, et on comprend qu'il y en aura peut-être pas souvent des réunions du cabinet. C'est pas comme dans un régime parlementaire où le premier ministre, à jour régulier, à étape régulière, je pense qu'à Québec, c'est le mercredi que le Conseil des ministres se réunit, en plus de toutes ces occasions où il faut parler avec ses ministres et s'assurer que les choses roulent bien. Alors qu'on voit à l'écran, pour ceux qui nous regardent, le très coloré Elon Musk avec sa tronçonneuse qui émulait là la méthode du président argentin Milei. Donc hier, première réunion du cabinet où les ministres n'ont eu d'autre choix que de dire oui, même si on a vu le début de quelque chose qui ressemble à de la dissension dans la famille trumpienne et au sein du gouvernement, particulièrement après qu'il ait eu la semaine dernière envoyé Monsieur Musk un petit message demandant à tous les employés de l'État, quelles que soient les agences, les ministères, de simplement dire ce qu'ils avaient accompli en 5 points faciles à retenir, ce qu'ils avaient accompli dans leur semaine de travail, semaine précédente. Et évidemment, il y a des enjeux. Si tu es un espion, si tu travailles dans le renseignement, si tu es tenu au secret, il est assez difficile de donner le détail sur ce que tu as fait. C'est vrai pour un policier aussi. Et donc, il y a des directeurs d'agence et des patrons de ministère qui ont dit « Ne vous sentez pas obligés », en particulier Kash Patel, qui est le nouveau patron du FBI, mais ça s'est passé aussi dans d'autres agences. Alors, on présumait qu'il y aurait un clash, qu'il y aurait peut-être là le début
d'un ray lumineux entre M. Trump et Elon Musk. Je pense que c'est tout le contraire. Hier, M. Trump a donné la parole en commençant à Musk et en rappelant qu'on n'était pas au bout des objectifs de réduction de la taille de l'État. Et il n'y a pas de manière facile, entendons-nous, de faire ça, parce que on est tous partout dans à peu près tous nos grands pays à demander un régime minceur. On dénonce souvent les pratiques des fonctionnaires ou l'absence de pratique, le fait qu'ils en fassent pas assez. Alors, je pense que c'est une caricature vilaine, mais je pense qu'il y a quelque chose de fondé à ce que l'État peut-être est un peu obèse et pour être plus dynamique, c'est ce qu'il fait, mais avec des méthodes évidemment qui court-circuite. En fait, c'est pas l'objectif que, en tout cas, dans mon cas, c'est un objectif que je partage totalement en théorie. Ah, c'est la méthode. C'est plus que la méthode, c'est même se demander est-ce qu'il sait ce qu'il fait, là. C'est la rapidité au point de dire, OK, mais est-ce qu'on a fait une revue de programme dans les ministères pour dire, OK, qu'est-ce qui peut être coupé? Qu'est-ce qui peut être remplacé? Qu'est-ce qui peut être remplacé par de la technologie? On a l'impression qu'on rentre là-dedans puis qu'à l'aveugle, on y va puis on est obligé d'en rembaucher la semaine d'après parce qu'on se rend compte qu'il était essentiel. Puis... C'est une méthode qui a appliqué, alors ses détracteurs diront sans succès, les autres avec succès, dans ses entreprises, particulièrement à Twitter, avant que ça ne devienne X quand il l'a acheté. C'était très simple, il disait à ses équipes, on coupe 80% de la masse salariale, arrangez-vous comme vous voulez, puis on demandera à ceux qui sont les plus importants, nos ingénieurs informatiques, combien de lignes de code de programme ils ont écrit la semaine précédente. Puis ceux qui seront le mieux capables de prouver qu'ils sont essentiels resteront, sinon les autres, bye-bye. Alors, une entreprise, c'est une chose, un gouvernement, alors ça reste que c'est une organisation qui pourrait être plus efficace, mais ça n'a pas les mêmes objectifs, ça sert pas les mêmes intérêts et c'est par définition beaucoup plus complexe. Alors, quand tu poses la question, évidemment, ils n'ont pas, je pense, fait un modèle avant de ce qui serait optimal. Ils ont simplement décidé d'y aller tous azimuts en disant, en cours de route, s'il faut qu'on rembauche, s'il faut qu'on se trompe, on le fera. Mais si on veut y arriver, il faut tétaniser nos adversaires, ne pas leur laisser, quand je dis adversaires, je parle de l'inertie au sein de la fonction publique. Et c'est comme ça que c'est vu, vraiment. Il faut leur donner aucune marge, couper et ensuite on ajustera. Et ce qui est non pas intéressant, mais certainement préoccupant pour plusieurs, c'est cette idée qu'à l'EPA, l'Environmental Protection Agency, on soit coupé. Ça a été confirmé hier quand je disais que Trump est toujours derrière son ministre qui n'en est pas un, Elon Musk. On veut réduire la taille de 65% de l'EPA qui est chargé de faire appliquer les lois environnementales dans la mesure, évidemment, où il y aura des lois, parce qu'on pourrait choisir aussi d'en abroger certaines. La réglementation, de réduire la réglementation. Ça serait donc à peu près, si c'est du nombre d'employés dont il est question, on passerait de plus ou moins 15-16 000 à 5 000, si on réduit le tiers. Seront-ils capables de tout faire? Mais là où c'est intéressant, c'est que malgré ce qu'en disent les Européens, malgré ce qu'en disent tous ceux qui à distance critiquent l'effort, la grande patronne de l'Europe, Ursula von der Leyen, qui était, je dirais, au pouvoir en Europe pour mettre en place ce qu'elle appelait son Green Deal, le virage vert. Elle est en train de le détricoter, son Green Deal, et de travailler alors de manière beaucoup moins radicale, mais à faire en sorte que la réglementation qui était très exhaustive, qui contraignait les entreprises à justifier chacun de leurs gestes pour qu'ils ne soient pas en contravention des meilleures pratiques environnementales. Aujourd'hui, en fait, 80% des entreprises voient leurs contraintes diminuer, sinon éliminer, parce que les Européens disent on n'est pas capable. Ouais, Stéphane, la colère, la grogne des agriculteurs là, qui en a amené en France jusqu'à Paris, qui en a amené en Allemagne jusqu'à la porte de Brandebourg, qui en a plusieurs pays, aux Pays-Bas, dans plusieurs pays, les agriculteurs sont rentrés dans les grandes villes avec des tracteurs. C'était ça qui était au... C'était ça le cœur du problème, là, les règles environnementales inapplicables ou coûteuses, mais coûteuses au point que ça transforme tes coûts de production, ça rend ta production impossible à rentabiliser. La colère des agriculteurs, c'était beaucoup ça. Et c'est pas qu'ils sont contre l'environnement, mais c'est que des bureaucraties leur imposent des règles qui sont inapplicables. Là.
J'imagine mal qu'on puisse dire de la majorité des agriculteurs qui ne sont pas sensibles à l'environnement. C'est tellement une réduction caricaturale débile. Ces gens-là vivent avec des animaux, vivent avec la nature, vivent avec les cycles de la nature. Alors on dira, oui, mais il y en a qui ont des productions intensives, qui utilisent plein d'engrais. C'est évident, il y a une agriculture industrielle, mais le cœur du patrimoine agricole en Europe, parce qu'il faut nourrir des villes de millions d'habitants. Fait que c'est sûr que si tu produis comme en 1921, il y a du monde qui vont crever de faim en ville. Il faut que tu produises en grande quantité parce que tu as des grandes quantités de bouches à nourrir. On est parfaitement d'accord, et t'en sais quelque chose puisque tu as été élevé sur une ferme. Et ça a été un gros morceau de la mobilisation. Ça a commencé beaucoup aux Pays-Bas. Les Français sont non seulement dans la rue, ils sont sur les routes, ils ont bloqué. Les choses se passent un peu mieux au moment où on se parle, parce qu'il y a une loi justement qui a été adoptée il y a quelques jours pour faire en sorte que le sort des agriculteurs soit aujourd'hui un peu meilleur. Mais au-delà des agriculteurs, c'est l'ensemble des normes qui affectent les entreprises qui sont assouplies, parce qu'on se rend compte que à vouloir ce virage vert, on va solutionner le problème, on va faire mourir les industries et donc il n'y aura pas de danger de pollution ou d'impact sur les enjeux climatiques, puisque des entreprises ne passeront pas à travers. Et là, c'est cette espèce d'opération de détricotage qui se fait, comme par hasard aussi, beaucoup au moment où les Américains accélèrent la déréglementation et se positionnent pour redevenir autrement compétitifs. Rapidement, un nouvel épisode de Contact, ça sort aujourd'hui. Nouvel épisode de Contact qui, je dirais, va dans le sens de ce dont on a souvent parlé. Qu'est-ce qui est justement la bonne parole, la mauvaise parole? Est-ce qu'il y a quelque chose comme un terrorisme intellectuel qui agit? Jean Sévilla, historien, avait écrit il y a 25 ans Le terrorisme intellectuel pour justement parler de cette menace sur la liberté d'expression. 25 ans plus tard, il a décidé d'en faire une nouvelle édition augmentée, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, parce que les choses n'ont pas changé, mais tellement que quand on parle de la culture de la cancellation, on découvre finalement que c'est pas une invention du monde woke. C'est-à-dire, dans le terrorisme intellectuel, il y a le mot terreur. Moi, je le rappelle. La Révolution française, c'est à la fois 1789, les droits de l'homme, etc., mais c'est aussi 1793, c'est la terreur. C'est je coupe la tête de celui qui pense pas comme moi. Voilà. Ça, c'est l'ultime rupture. Oui, c'est l'ultime rupture. Oui, mais le terrorisme intellectuel, au fond, c'est ça. C'est l'idée. Tu ne penses pas comme moi, alors je te coupe pas la tête, mais je te coupe la parole. Je te coupe la parole. T'as plus le droit de parler. C'est donc l'idée qu'il y a des citoyens qui sont légitimes et d'autres citoyens qui ne sont pas légitimes. Voilà, des personnes cancellées sur la place publique. On en connaît quelque chose. Merci Stéphane. À demain.